Bonjour, aujourd'hui on va causer un peu de The Girl from Plainville. Alors cette vidéo, ça va servir pour moi, surtout à un petit peu changer d'horizon, un petit peu parler de mes attentes en matière de série télé. De base, moi, je vais vous avouer que la fiction comme ça me disait rien. J'ai choisi de regarder cette série pour sortir de ma zone de confort. Je suis donc fanat de ce qui concerne la science-fiction fantastique. Moi, c'est Mulder en fait sur les réseaux sociaux, c'est pas pour rien. Donc pour moi, c'est plutôt fouillé de Supernatural. Mais j'ai également aussi un goût pour tout ce qui concerne les séries fleuves un petit peu dramatiques. Je pense par exemple à la franchise de Chicago. Je pense par exemple, il y a FBI Most Wanted Criminals. Par exemple, je commence à avoir quoi ça. Genre New York, c'est spécial. Je suis un gros fan de ça, les séries judiciaires. On voit la police qui enquête sur les meurtres. Pour vous dire que c'est ce qui concerne les séries dramatiques, ça ne m'est pas inconnu non plus. Je dirais que c'est sympa de faire ça dans le sens où ça permet de voir le travail d'autres personnes qui ne œuvrent pas dans la science-fiction mais qui ont quand même une capacité à savoir-faire, et de l'autre ça permet de découvrir le boulot d'autres personnes, et du coup en fait d'avoir des attentes mesurées. Par exemple avec Willow, j'ai pu m'intéresser à la manière dont était traité les personnages, la façon dont les personnages étaient traités, la façon dont on s'attachait aux personnages, chose que j'aurais pas pu faire si je me contentais uniquement du versant Heroic Fantasy. Donc avec The Girl of Frank Plainville, on est en plein dedans là. The Girl of Frank Plainville, c'est une série qui parle d'un fait divers vrai, enfin fait divers, d'une histoire vraie en tout cas, une affaire qui s'appelle le suicide par SMS. Alors, au point de départ, c'est-à-dire qu'il y a la mort d'un adolescent qui aurait été causée par l'échange d'SMS avec sa petite copine du moment. Alors, l'affaire existe pour de vrai, il n'y a pas de suspense sur la culpabilité ou pas de la jeune fille incriminée. L'intérêt de la mini-série est de nous montrer en fait quelles ont été les motivations de la jeune fille. Est-ce qu'elle lui en voulait du mal ou pas? L'intérêt en fait de la mini-série, c'est tout le côté d'éviter le manichéisme. C'est-à-dire que avec un postulat comme ça, on aurait pu facilement tomber dans du New York Unité Spéciale qui traite à peu près de ce genre d'affaires-là. Je crois que j'ai vu il y a pas longtemps l'épisode qui se déroulait sur le Cam Girl. Et l'intérêt de cette mini-série-là, c'était de nous porter, mais de l'autre côté. C'est-à-dire que New York Unité Spéciale est une série qui porte sur la brigade policière, qui parle de ça en fait, qui parle de ce genre de choses, et d'essayer de démontrer de façon judiciaire est-ce qu'elle est coupable ou pas. Là, on est dans l'autre camp en fait. Là, on est dans le camp de la coupable. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a poussé ou pas son petit copain à passer à l'acte. Et là, c'est intéressant parce que en évitant le manichéisme, c'est-à-dire que est-ce qu'elle est innocente ou coupable, là, on entre dans un petit peu plus dans ce qui concerne le comportement. Et en fait, l'ambiance de The Girl from Plainville, alors je sais pas si vous connaissez, mais il y a un vieux film de Sofia Coppola, donc la fille de Francis Ford, qui s'appelle The Virgin Suicide, et l'atmosphère en fait dans la photographie, ça m'a rappelé pas mal The Virgin Suicide. C'est un film avec Kristen Dunst, enfin que Mary-Jane Watson n'a jamais dans Spider-Man, et aussi il y avait George Clooney dedans, enfin il y avait tout un casting qui était pas mal, Kathleen Turner, James Wood, et dans ce film-là, on nous montrait les motivations de 4 jeunes filles ados à se suicider, et donc de nous montrer comment le contexte, leur environnement social, parce que les 4 filles étaient catholiques, d'éducation catholique par les parents, mais là où ça devient intéressant, c'est que les parents étaient joués par Woods et Turner. Les parents n'étaient pas malveillants, pas autoritaires, c'est au contraire, remplis de bienveillance, surtout James Wood, par un acteur qui est habitué au rôle de bad guy, et là c'était au contraire le côté, je dirais, ingénu de son personnage en fait qui ressortait. C'était là où l'acteur était bon, c'est-à-dire que là il faisait aucun rectus, aucun sourire malveillant, et malgré cette bienveillance-là, en fait, les gamines, enfin les ados, ont sauté le pas. Toute l'ambiance du film conduit à ça, amène à cette idée que, oui, mais là c'est plus possible, ils sont sur un chemin de non-retour. Il y a une ligne qui a été dépassée, ils ne peuvent plus vivre comme ça, donc forcément ils vont sauter le pas. Et tout le cheminement du film était de nous montrer comment, de façon inévitable, bah oui, ça va amener à une fin funeste, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus vivre sous les règles
code d'heures par an. Et The Girl from Plainville, c'est pour ça que j'insiste dessus, à peu près pareil, c'est-à-dire qu'on sait la fin déjà, et tout le cheminement du film, tout l'intérêt du film est de montrer la pression subie par la jeune fille, alors que tout la mise en scène de la série nous montre oui, mais elle était pas malveillante, c'est pas une méchante, c'est pas une bad guy, mais le problème de la personne que l'on suit, c'est que oui, elle est pas malveillante, mais elle a un côté toxique en fait. C'est que oui, elle est pas d'accord, elle est pas malveillante. C'est pas une bad guy quoi, que l'on voit souvent dans les séries judiciaires dont je vous ai parlé. Elle n'est pas décrite comme une méchante, mais ce qu'elle aimait sincèrement le jeune homme qui était son petit ami actuel. C'est ça le truc, c'est qu'elle était pas malveillante avec ça, c'est simplement que son comportement était un brin toxique. C'est simplement son comportement. Oui, elle stocke par exemple les amis, les personnes qu'elle côtoie, elle les stocke via les réseaux sociaux, elle les harcèle réellement, mais parce qu'elle prend mal, elle est trop susceptible, elle est oversensible. Cette mini-série-là démontre ça. C'est là où c'est un petit peu particulier, c'est-à-dire que elle n'est pas élevée dans un environnement social qui appelle à ça, simplement que elle a un grain, elle a quelque chose, et cette série nous démontre qu'est cette chose. C'est là où est la puissance de cette mini-série-là, c'est de nous montrer que la pression sociale pousse les personnes qui damnent du coin à sauter le pas vers quelque chose de malsain. Mais évidemment, c'est un petit peu une défense un petit peu facile de dire non, c'est pas de sa faute à lui, c'est la faute d'autre chose. Parce que là, du coup, il y a aussi la notion de responsabilité qui est à prendre en compte et qui est l'objet de cette mini-série-là, du procès en question. Est-ce qu'elle est coupable ou pas? Mais c'est pas aussi évident que ça. Cette mini-série réussit à nous montrer toute la complexité de psychologie de la jeune fille en question. Parce que l'ambiguïté de l'actrice Elle Fanning, chapeau bas, parce que elle a réussi à faire un truc, à garder une ambiguïté dans le jeu, alors que tout appelle à ça. Enfin, le regard, le physique de Ellie Fanning, dès le début, on se dirait oui, elle est coupable. Sauf que elle réussit à jouer sur le côté oversensible, sensible, elle est à fleur de peau. Elle réussit à jouer le côté à fleur de peau du personnage, ce qui la rend charismatique en diable. Là, sur ce point-là, chapeau bas. C'est franchement chapeau bas. Du coup, en fait, ça m'intéresse beaucoup de voir dans d'autres films ou d'autres séries avec elle pour voir si elle réussit si elle garde cette ambiguïté de jeu là. Ellie Fanning, moi la première fois que je l'ai vue, je crois que c'est dans Super 8, elle était vachement jeune, je crois qu'elle avait combien, 12-14 ans, enfin elle joue des gamines du film, et depuis quand j'ai consulté sa filmographie, parce que le nom disait Ellie Fanning, ouais attends, ce nom m'est familier, et quand j'ai consulté sa filmographie, ah ouais, ça va, en fait elle a fait du chemin depuis, parce que dedans, dans sa filmographie, on trouve de The Neon Demon, de Nicolas Winding Refn. C'est un truc auteur, enfin moi j'ai lâché Nicolas Winding Refn depuis longtemps, enfin, les règles de nom j'arrive mal à le prononcer, mais elle a fait aussi le film La Proie, Sofia Coppola, la même qui fait Virgin Suicide dont je vous ai causé tout à l'heure. Il y a Maléfique, une production Disney, elle joue Aura par exemple, tout ça fait que, ah bah la vache ouais, oui en fait j'ai lâché un petit peu sa carrière à elle, mais ouais, du coup, elle a démontré qu'elle savait faire autre chose. Et elle est pas la seule, il y a beaucoup d'actrices et d'acteurs autour d'elle. Le visage me semble familier, mais je sais pas où est-ce que j'ai vu autre part. Pareil pour Cara Bueno. Cara Bueno, alors elle, par contre, je crois que je suis en train d'avoir tout le temps maintenant. Cara Bueno, la première fois que j'ai vu, c'est un personnage of interest. Il me semble qu'elle joue une tueuse à gages ennemie bad guy du héros, en fait, pendant plusieurs épisodes. Son visage, en fait, me fait tiquer. Et maintenant, elle est connue pour Stranger Things. Elle joue une des mères d'un des gamins de Stranger Things. Et là, on la voit en tant que mère de Michel Carter. Donc du coup, l'air de rien, en fait, de The Girl from Plainville, ça permet aux acteurs de, je dirais, changer d'air et de montrer qu'ils sont capables de faire autre chose. Il y a aussi Chloé Sevigny dedans. Le nom, en fait, revient souvent dans les annonces de casting, et moi, je ne connaissais pas. Du coup, cette série-là, ça m'a permis de m'intéresser, de sortir de ma zone de confort, comme j'essaie de vous expliquer, et de m'intéresser au boulot des créateurs et scénaristes. Ils sont deux, en l'occurrence, il y a Lisanna et Patrick McManus. Alors, Lisanna, en fait, je me suis rendu compte que je connaissais son boulot, parce que je suis un gros fan des films de Spielberg aussi, et elle a travaillé dedans. Elle a travaillé dans un film de Spielberg qui s'appelle The Pentagon Paper, qui raconte les coulisses d'un scandale qui mêle la politique à la presse. Et je vous dirai pas à quel moment ça se situe, je vous dirai juste ce que ça se situe dans les années 60-70, il me semble. Mais il y a une affaire qui a fait scandale, en fait, plus tard, et qui a dû éclipser les affaires de ce qu'on appelle les Pentagon Papers, l'affaire
que montre le film, parce que ça démontre en fait l'influence que la politique a envers la presse. C'est-à-dire que, si je me souviens bien du film, il est question d'articles de loi mettant la presse subalterne à la politique. C'est-à-dire que la politique devait avoir un droit de regard sur les affaires en question. Et donc c'est intéressant parce que de ce film-là, je ne vous dirai pas à quel moment ça se situe, simplement pour vous donner un indice, l'ambiance du film, le charme du film, de ce film Spielberg, scénarisé par Lisanna, a la même ambiance que un film qui s'appelle Les Hommes du Président, avec Dustin Hoffman et Robert Redford. Absolument la même ambiance, parce que le côté journaliste qui enquête sur les affres du pouvoir, bon bah voilà, il y a un film qui fait date, qui a classique en la matière. Disons, pour être plus court, vous pouvez voir Les Hommes du Président, le vieux film années 70, je crois que c'est Lanji Pakula qui a réalisé, avec Robert Redford et Dustin Hoffman, mais juste après Pentagon Papers, pour avoir une petite idée de la saveur. Je crois qu'il y a 2 ou 3 personnages dans Pentagon Papers qui ont existé et que l'on revoit dans la zone du président, pour vous donner une idée de l'un suit l'autre. Mais je ne vous dirai que ça. Donc Lisanna a travaillé dedans, ce qui me donne une idée du savoir-faire d'écriture. Genre, c'est pourquoi Spielberg a appelé Lisanna, et de l'autre, Patrick McManus, que je ne connaissais pas. Alors du coup, il y a une série qui m'intéresse bien de lui, c'est Dr. Dice. Dr. Dice, c'est une mini-série avec Joshua Jackson, qui jouait Pacey dans Dawson. Dr. Dice, ça parle de... Alors, lorsque les patients qui entrent dans la salle d'opération du Dr. Christopher Dunch en ressortent mutilés ou morts, 2 collègues chirurgiens et une jeune assistante du procureur décident de l'arrêter. Alors, il y a aussi Christian Slater et aussi Alec Baldwin. Alors, le casting, ça donne envie, mais là, du coup, j'ai vu le sujet du truc, et j'ai dit, ah, tiens, ça a le même souci d'écriture, le même savoir-faire d'écriture que Girl of Plainville. Ça m'intéresse bien, du coup, de voir. Ça m'a donné matière à essayer de voir autre chose, quoi. Alors, The Girl from Plainville, ça m'a permis, moi, de sortir de ma zone de confort. Un drame, de temps en temps, ça fait pas de mal. Et de découvrir un petit peu, non seulement des nouveaux visages, parce qu'il y a pas mal de visages, moi, que je découvre, en fait, alors qu'ils ont une carrière derrière eux, et de découvrir le savoir-faire d'autres scénaristes et d'autres auteurs, qui, pour moi, alors, un, m'était familier, mais je n'avais pas de nom, en fait, à retenir, et de 2, bah, à me donner des idées d'autres visionnages à faire. Dr. Dice, là, en l'occurrence, dans The Girl from Plainville, je crois que c'est sur Starplay en France, il faudrait que je me renseigne sur où est-ce qu'on peut la trouver, mais en tout cas, moi, je vous la conseille fortement. The Girl from Plainville, bon bah pour moi c'est bonne pioche, donc à la semaine prochaine, tchuss.